suis Nora Kafando, épouse Yengo. Je suis entraîneur d'excellence, chef d'entreprise et puis bien d'autres aspects, responsable d'une association. En tout cas, j'ai beaucoup d'activités, mais vraiment en deux mots, c'est ce que je peux dire. D'où vient cet engagement profond pour la transformation personnelle et le leadership en Afrique? Alors, cet engagement est venu de deux constats. D'abord, le premier qui est une expérience personnelle. J'étais arrivé à un moment donné de ma vie où je savais que j'étais dotée de beaucoup de potentiel, de talent, mais je n'arrivais pas à les mettre à contribution pour être au meilleur de ce que je pouvais être. C'est-à-dire que j'avais du mal à m'exprimer et à atteindre les niveaux que je pensais devoir atteindre. Alors déjà, je me suis posé la question de ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passait. Et j'ai compris que c'était un ensemble de blocages qui empêchaient que je puisse faire le pont entre ce que je suis réellement, ce que je peux donner, et puis ce que je présentais devant les autres. Donc j'ai mis à contribution mes études que j'ai fait en psychologie, j'ai mis à contribution ma formation en relations industrielles, et je suis allée à la quête d'autres formations, notamment dans le coaching, dans le mentorat, j'allais dire plus officiel, parce que c'est une méthodologie aussi de développement des compétences, et dans la formation des adultes. Donc à ce moment-là, je me sentais plus outillée, déjà pour moi-même passer à un autre niveau de ma vie. Et puis, secondo, je me suis rendu compte que beaucoup trop d'Africains avaient cessé de rêver, parce que c'est comme si il y avait comme j'allais dire, un plafond de verre qui était là, qui faisait que les gens avaient perdu espoir. Beaucoup de jeunes avec qui je parlais, surtout les jeunes, évitaient même de rêver leur vie parce que c'est comme s'il y avait un plafond de verre, quelque chose qui les empêchait d'atteindre ce à quoi ils aspiraient. Et j'ai compris que tout était question de transformation intérieure, de transformation personnelle, et que tout le monde était capable de leadership, mais en commençant par le leadership de soi. Malgré les obstacles sociaux et économiques, de nombreuses femmes africaines avancent et réussissent. Selon vous, quelle est la première victoire intérieure qu'une femme doit remporter et pour assumer pleinement son leadership? Alors, j'aime beaucoup votre question. J'aime vraiment beaucoup votre question parce que vous parlez de victoire intérieure. On est en plein vraiment au cœur du sujet qui me passionne et pour lequel je travaille depuis des années. Je pense que la première barrière qu'elle doit traverser, c'est celle de savoir qui elle est et ce qu'elle veut pour sa vie. Tout part de là. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à donner du sens à leur vie. On a comme un canevas où on se dit, bon, on grandit dans une famille, on se marie, on fait des enfants, on est épouse, etc. Dans le bon sens, on est épouse d'abord, on fait des enfants. Et il y a comme un canevas qui est là, mais beaucoup de personnes ne sont pas épanouies dans ce canevas, notamment beaucoup de femmes. Et la première victoire intérieure, c'est vraiment celle de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, parce que malheureusement, la société va nous coller beaucoup de rôles, mais c'est à nous de choisir les rôles que nous voulons réellement jouer. Sinon, on est submergé par les attentes venant de l'extérieur et finalement, soi-même, on n'arrive pas à s'exprimer et ça donne des conséquences au niveau social. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien avec soi, elle sera peut-être une piètre épouse, elle sera une piètre maman. Donc, ça a de l'impact aussi sur la vie familiale et la vie en société. Vous accompagnez des leaders et des talents. Qu'est-ce qui bloque le plus souvent leur évolution et comment enclencher une véritable transformation personnelle? Bon, je crois qu'on en a un peu parlé au début. C'est les mêmes types de blocages intérieurs qui sont malheureusement souvent des blocages qui sont inconscients. Voilà, c'est là toute la difficulté. Parce que si ces blocages étaient conscients, il suffisait bon de les balayer. Non seulement c'est des blocages souvent qui sont inconscients, qui sont liés à des postures intérieures, c'est-à-dire une façon de voir la vie, une façon d'envisager la vie. Et quelquefois, nous-mêmes, on se met ces plafonds de verre en nous mettant des interdictions qui sont inconscientes. Je donne un exemple tout simple. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles où l'argent n'était pas quelque chose de propre, n'a pas été considéré comme quelque chose de propre. Il ne faut pas chercher l'argent, il ne faut pas courir après. Donc, tout le monde a été moyen côté finance, les parents ont évolué voilà, moyennement.
Et donc, moi qui nais peut-être dans une telle famille, qui grandit là-bas, j'ai des aspirations et je sens que j'ai un projet qui peut me faire basculer à un niveau de milliardaire. Je peux avoir ce qu'on appelle une loyauté familiale qui va dire, mais qui suis-je inconsciemment, hein, qui suis-je pour dépasser mes parents financièrement? Donc, on se rend compte que la personne va être dans peut-être ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Elle avance un peu, elle gâte, elle avance un peu, elle gâte. Et comme j'aime dire, ce qui est vilain et dangereux, c'est que c'est inconscient en fait. La personne ne sait pas pourquoi. Quand elle est proche de quelque chose où elle va gagner une grande victoire, elle-même, elle se rétracte, elle remet à demain, etc. Souvent, on met ça sous des aspects spirituels, ça peut être le cas, mais souvent, c'est des aspects qui sont intérieurs à nous-mêmes. Donc, il y a ce premier niveau-là de blocage, comme j'ai dit, qui est intérieur. Et puis, il y a aussi le travail que les gens seraient prêts à faire justement pour cette transformation. Ça, c'est un grand problème. Souvent, on veut la transformation, c'est-à-dire on la désire, mais on ne se donne pas les moyens réellement de se transformer. Parce que tout n'est pas de comprendre seulement les blocages, mais c'est de savoir comment est-ce que je sors de ces blocages. À ce moment-là, il faut se faire accompagner parce que ça part de mécanismes du cerveau, ça part de mécanismes inconscients, etc. Donc à ce moment, c'est toujours bien d'avoir le conseil et l'accompagnement de quelqu'un qui s'y connaît et qui peut bien vous orienter à travers des outils concrets et un processus qui va vous amener à des résultats aussi concrets. À quel moment de votre parcours avez-vous senti qu'il fallait quitter le confort des grandes institutions? Vous avez appris que vous avez fait un tour à Nestlé et à Colisban pour devenir votre propre chef des FE. Des FE, vous insistez. Alors déjà pour la question, je voudrais dire que c'était pas des conforts non plus hein, ces institutions parce que c'est des institutions à haut niveau d'exigence, exigence en termes d'exigence personnelle, exigence en termes de rendu, de performance. Donc c'est beaucoup d'exigences et ça a été formateur pour moi. Mais la rupture s'est faite quand j'ai compris que je n'étais pas alignée avec qui je suis. Voilà, j'étais pas alignée avec qui je suis et cela se traduit de différentes manières. Il y a souvent un malaise qui peut se traduire dans la vie professionnelle de la personne. Je suis dans une entreprise, je sais que je suis doté de talent, mais mon rendu n'est pas à la hauteur. Il y a quelque chose, il y a un gap, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est un problème d'alignement intérieur entre ce que je suis réellement, ce à quoi j'aspire réellement et ce que je suis en train de faire. Donc, c'est à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que je n'étais pas à la bonne place. Voilà, c'est toute une question de place. Est-ce que je suis à la bonne place pour vraiment m'exprimer au meilleur de ce qui est possible? Parce que c'est ça l'important. Il ne suffit pas d'être à une place juste parce qu'il y a une place. Mais il suffit d'être à la bonne place et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aider les autres à porter un impact. Et c'est ça qui était important pour moi. D'où ce basculement. Moi, qu'il fallait passer à l'entrepreneuriat pour pouvoir exprimer justement ce que j'avais en moi. D'où la décision donc de quitter cet univers. Côté de Forum Afrique, pourquoi la coopération entre Africains est-elle, selon vous, une condition essentielle pour que notre avenir vainque ces défis? Alors effectivement, je porte en tant que président du comité d'organisation le Forum Afrique-Afrique, qui découle de la vision d'un homme cette vision nous a séduite, l'équipe, et nous sommes engagés parce que ça correspondait vraiment à ce que je pense être bon pour l'Afrique. Et donc, vous l'avez dit, l'idée de se mettre ensemble. On a l'habitude d'entendre parler des forums France-Afrique, Russie-Afrique. Donc, un pays face à un continent, un pays qui vient aider un continent, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne pourrait pas être avec elle-même, hein, se parler? C'est encore ce retour vers soi qui m'intéresse aussi encore, comme on parle de transformation personnelle, ce retour vers soi-même pour dire asseyons-nous ensemble et discutons de nos problématiques avec notre langage, avec nos difficultés, nos challenges, de façon à mieux se comprendre. Donc je crois qu'aujourd'hui, la coopération entre Africains est vitale. C'est pas qu'elle est, elle est vitale, c'est une question de survie pour moi des peuples africains. C'est une question aussi donc, évidemment de souveraineté qui va amener la survie des peuples africains. Donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange sur nos dynamiques et qu'on trouve les solutions ensemble. J'en veux pour preuve l'AES, hein, l'AES qui est une alliance, c'est bien écrit alliance, c'est un terme fort.
hein. Donc, c'est une alliance qui a été faite entre des peuples qui ont décidé de mettre leur destin en commun parce qu'ils avaient des problématiques, parce que nous avons des problématiques similaires pour aller de front, attaquer ce qui nous attaque et surtout nous défendre pour garder ou acquérir notre souveraineté. Donc, vous voyez que c'est vital aujourd'hui de se mettre ensemble et pour trouver les vraies solutions. Un petit bilan du Forum Afrique-Afrique. Oui, nous étions à la première édition en 2025, nous préparons la deuxième en septembre. En termes de bilan, je peux dire que ça a été vraiment au-delà de nos attentes en termes de participation, parce que nous avons eu au moins 13 pays représentés, pays africains. Nous avons eu des panels de haut niveau avec des recommandations, vraiment de belles factures, des propositions, des recommandations qui pourraient vraiment faire avancer l'Afrique si en tout cas on se donnait les moyens. Il y a eu aussi des rencontres, un business, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de leadership, de souveraineté seulement, mais on parle aussi des aspects économiques, parce que l'Afrique a besoin de champions économiques. Donc, des leaders économiques se sont retrouvés, il y a eu des connexions business, il y a des personnes qui nous ont rappelé pour dire on revient à Ouaga parce qu'on revient voir des gens qu'on a rencontrés au forum. Il y en a qui sont restés même au Burkina parce que l'opportunité aussi se présentait. Donc, ça a été vraiment un très, très bel espace d'expression pour la première édition. Nous étions vraiment au-delà de nos attentes et nous nous préparons pour avoir encore plus de résultats à présenter donc, aux populations pour la deuxième édition en septembre prochain, septembre 2026. D'accord. Avec le salon privé et vos performances, quels changements concrets observez-vous chez les participants après votre accompagnement? Alors, le salon privé de Madame la DG, c'est un concept que j'ai élaboré, auquel j'ai donné ce nom à mon cabinet. L'idée du salon privé, c'est le côté confidentialité, le côté prise en main de façon spécifique des personnes qui viennent vers nous. Donc, après ces accompagnements spécialisés que nous donnons à ceux qui nous font confiance, je voudrais aller sur quelques expressions que les gens nous disent à la fin. Peut-être que ça peut être plus parlant. Alors, les expressions qui nous reviennent à la fin, c'est de dire « mais j'étais dans un trou, je me rends compte que c'est maintenant que je suis en train de commencer à vivre ». Vous avez des expressions dans le genre « mais mon projet professionnel est tellement plus clair maintenant dans ma tête, j'ai ma feuille de route, je sais comment y aller ». Vous avez des personnes qui disent « moi j'ai décidé, je me rends compte que je suis pas à la bonne place dans le travail que je fais, je veux faire autre chose ». J'ai commencé une formation pour me reconvertir. Vous avez toutes sortes de commentaires. Il y a des personnes qui viennent à la cinquantaine, qui sentent qu'ils sont comme au bout de quelque chose, d'un cycle de leur vie et qui ne savent pas comment organiser le cycle suivant. Donc, on travaille beaucoup sur les projets de vie. Il y a tous ceux aussi qui disent, voilà. Donc ça, ce dont je parle, ce sont des résultats qui sont immédiats. Ça, c'est déjà en termes de posture intérieure. C'est important, tous ces déclics-là. Quand quelqu'un vous dit, j'ai un punch que personne ne pourra m'enlever, je vise tellement plus haut, mais j'étais tellement dans la médiocrité. Ça, ce sont les changements immédiats. On appelle ça le changement de posture intérieure. Mais après quelques mois et quelques années, ce que nous entendons, c'est, j'ai ouvert mon entreprise grâce à votre accompagnement. J'ai pu sauver mon couple grâce à votre accompagnement. J'ai décidé de faire un autre bébé grâce à votre accompagnement alors que j'étais traumatisée, j'avais vraiment des appréhensions. J'ai décidé de passer outre et de continuer ma vie même si je n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a eu vraiment des changements beaucoup plus, j'allais dire, concrets. Mais c'est un changement qui se fait de façon silencieuse au début puisque c'est à l'intérieur. Ensuite, les résultats concrets viennent parce que le déclic a été fait. Vous avez choisi d'écrire sur la paix, la joie et l'auto-soin. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de s'arrêter pour parler de la santé mentale et dans un contexte africain encore marqué par le silence? Moi, j'ai opté de parler de la paix intérieure. Comme depuis qu'on a commencé, vous comprenez bien que la vie intérieure, c'est quelque chose de très important qui me passionne et sur lequel j'accompagne les personnes qui me font confiance. Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui venaient au cabinet, qui travaillaient avec moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient justement en situation vraiment entre deux, c'est-à-dire des personnes qui étaient prêtes à basculer dans la dépression, dans des situations compliquées, psychologiquement compliquées. Et j'ai compris que c'était un must. Des personnes venaient pour parler carrière,
mais ça se terminait ou, je veux dire, ça débouchait sur plutôt un accompagnement sur la santé émotionnelle, l'épanouissement personnel, parce que les gens vivent beaucoup de choses, ils ont des gros fardeaux. Et malheureusement, en Afrique, on ne sait pas vraiment comment, j'allais dire, prendre soin de soi, notamment pour les femmes, parce que peut-être que vous allez trouver que c'est assez, c'est assez, j'allais dire, élitiste, ou bien je ne sais pas quel est le mot il faut utiliser, mais en tout cas, c'est spécifiquement adressé aux femmes. Pourquoi? Parce que déjà, la santé mentale est un sujet tabou en Afrique, vous l'avez dit, parce que on estime que tout le monde doit être fort. On a été élevé, pour les hommes, ils ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas montrer. Même une femme, vous allez accoucher, on dit qu'il ne faut pas pleurer pendant l'accouchement, sinon ça prouve que ceci. Tu perds un parent, on dit de ne pas pleurer. Donc, la notion d'expression des émotions est souvent liée à une sensation que la personne est faible. Et donc, les gens encaissent beaucoup, les hommes comme les femmes. Mais ce sont les femmes qui ont plus l'humilité de faire ce travail-là. Donc, je voudrais vraiment accompagner les femmes à travers ce livre-là, qui est plus un guide. C'est un livre, il y a une partie où je parle de mon expérience, où j'ai failli basculer, où j'ai dû prendre un temps dans ma vie, et ce que ça m'a apporté, et l'importance de la prévention, de l'auto-soin dans sa vie. Et c'est pour dire à travers ce livre aussi que penser à soi n'est pas un geste égoïste. Voilà. Malheureusement, les gens croient que c'est de l'égoïsme. Penser à soi, c'est une question de responsabilité, parce qu'une maman qui tombe dans la dépression, c'est toute une famille qui bascule. Ce sont des enfants qui vont avoir des séquelles dans leur évolution. C'est un époux qui va être perdu. C'est une entreprise qui va perdre peut-être une ressource humaine qui est vraiment importante. Donc, la santé mentale est cruciale pour les entreprises parce qu'il y a de plus en plus pour les raisons d'absence, de maladie, il y a beaucoup de dépression, de burn-out. Toutes ces choses-là sont devenues pléthore dans nos entreprises, dans nos vies, j'allais dire, familiales et de tous les jours. Donc, il était important pour moi, avec les outils que j'ai en tant que conseillère en psychologie et puis la pratique, de mettre tout ça ensemble pour sortir ce livre-là, qui s'appelle « Moi d'abord ». Alors, la dédicace se fait le 22 mars par la grâce de Dieu 2026, mais pour le moment, nous sommes en pré-vente. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Ça va être au 66 64 81 81. Vous pouvez nous contacter pour avoir votre exemplaire en attendant qu'il soit disponible dans les différents rayons. Et puis que voilà. Donc, la spécificité de ce livre, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a une partie, j'allais dire rédaction, où j'explique ce que c'est que le stress, la santé mentale. Et il y a une partie cheminement, où j'accompagne les personnes à travers ce livre-là à avancer dans l'auto-soin. Donc, il y a deux formats qui sont disponibles. Soit vous achetez le livre et vous allez faire votre cheminement seul, c'est possible. Soit vous intégrez un groupe qui va s'appeler le groupe Moi d'abord et on vous accompagne au fur et à mesure à utiliser ce livre-là pour que votre accompagnement soit plus optimum. Mais quel message d'espoir et de mobilisation adressez-vous aux Burkinabés et aux Africains et qui veulent eux aussi vaincre les défis personnels et collectifs? Alors, je dirais que les défis sont réels, les défis des Africains sont réels, les défis de la vie quotidienne sont réels, mais nous ne vaincrons que par la gouvernance personnelle d'abord. Donc, la gouvernance de soi, leadership de soi, appelez-le comme vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour travailler sur soi-même, pour se questionner, pour se connaître, avant de prétendre souvent l'idée d'autres personnes ou accompagner d'autres personnes. Ce travail est crucial, il est important. L'Afrique a subi beaucoup de choses, les Africains ont subi beaucoup de choses qui ont des séquelles sur notre manière d'être, notre posture. Et il est important que vraiment les Africains prennent le temps de travailler sur eux-mêmes. Et c'est à travers plusieurs formes d'accompagnement. Moi, je propose la transformation intérieure qui est importante. Mais pour cela, il faut que votre situation actuelle vous dégoûte. C'est-à-dire, si vous trouvez que vous êtes bien dans votre situation actuelle, vraiment, on se dit bonne soirée, bonne journée. Mais si vous pensez que votre situation actuelle n'est pas normale, si vous pensez que votre situation actuelle n'est pas normale, qu'il y a une stagnation que vous n'arrivez pas à vaincre, malgré vos pleurs, vos prières, toutes les actions que vous avez menées, pour vaincre cela, il faut enclencher un travail de transformation intérieure. Et nous sommes là pour vous accompagner si vous le souhaitez.